Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. AL2, elle compte plus de 100 ans de luttes urbaines. L'association Inter-Environnement et son pendant flamand, le BRAL, ont célébré récemment leur 50e anniversaire. En 5 décennies, elles ont accompagné de nombreux combats. Alors comment voit-elle cette ville aujourd'hui, son évolution? Contre quoi bataille-t-elle actuellement? On va en parler ce soir dans Plus d'Actu avec leurs représentants. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Chloé Deline, bonsoir. Vous êtes administratrice à Inter-Environnement Bruxelles. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Benjamin Dolory, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission au BRAL. Première question pour vous, Chloé Deline. Je parlais de 50 ans de combat, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux combats. Est-ce que la nature du combat a changé aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'elle s'est modulée. C'est-à-dire que si on trace l'histoire du BRAL comme d'IEB, on retrouve évidemment des thématiques qui vont traverser les 50 ans, mais peut-être pas qu'elles vont se poser de la même manière. Par exemple, prenons un exemple, je pense qu'au début des années 70, quand IEB et le BRAL naissent, elles ont une attention pour des problématiques de la nature, de l'écologie en ville, mais elles ne vont pas la poser de la même manière. C'est-à-dire que la nature va être quelque chose d'à part et que les luttes urbaines vont être séparées. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les 50 ans font qu'on ne peut plus traiter les questions entre guillemets de nature et les questions sociales de manière séparée. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de lutter pour une justice environnementale et sociale. Oui, alors Benjamin, vous, ça fait 3 ans que vous êtes au BRAL, que vous vous occupez essentiellement d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Pour vous, quelle est la principale lutte urbaine aujourd'hui ? La principale lutte urbaine, je pense que la principale lutte urbaine aujourd'hui, c'est d'offrir une place à l'ensemble du vivant en ville. Et par vivant en ville, j'intègre les humains et le non-humain. Et je pense que ça, c'est un peu, pour compléter ce que dit Chloé, ça a complètement évolué ces dernières années. C'est qu'on a une grande attention pour l'abordabilité du logement, pour l'intégralité des Bruxellois. Donc les personnes qui souhaitent y vivre, qu'elles puissent y vivre, qu'elles puissent y payer un logement. Mais dans les politiques d'aménagement du territoire, on estime aussi qu'il faut créer de la place et donner de la place pour que la nature puisse se développer. Donc en fait, c'est un peu ces deux luttes côte à côte qui, selon nous, sont essentielles pour l'instant à Bruxelles. Oui, alors Chloé Deline, dans les années 70, on parlait de Bruxelles, ville aux 100 comités de quartier, avec vraiment un dynamisme très important. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore, ça, ce dynamisme-là, ou ça a changé de visage? Alors encore une fois, je pense que le dynamisme, je dirais, de la société bruxelloise, de la société civile, est toujours aussi actif. Je pense que c'est d'ailleurs une caractéristique des personnes qui viennent à Bruxelles, c'est d'être étonnées par la vitalité du secteur associatif, de tout ce qui s'y fait. Et encore une fois, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que dans les années 70, où la figure du comité d'habitants était vraiment la figure essentielle qui a donné lieu d'ailleurs à la Fédération Inter-Environnement Bruxelles, alors qu'aujourd'hui, les formes de mise en commun, d'alliances, de formes juridiques ou de collectifs est beaucoup plus diverse, hétérogène et peut-être protéiforme que dans la version années 70 qui était fort constituée autour des comités d'habitants. Oui. Et c'est ça qui a beaucoup changé. Alors vous aussi, diriez, Benjamin, qu'aujourd'hui, mobiliser des personnes contre un projet, parfois un projet global de ville, est-ce que c'est compliqué ou pas ? Je dirais que ça, c'est défi, mais je pense que ça a toujours eu ces défis. Je n'étais pas dans les années 70, mais il y avait aussi, je pense, une certaine difficulté pour atteindre l'ensemble de la population, l'ensemble des riverains. Aujourd'hui, on peut compter sur les réseaux sociaux, chose qu'il y a 50 ans, on ne pouvait pas faire. Et je pense que les réseaux sociaux sont aujourd'hui une force mobilisatrice, une force de communication sur laquelle on s'appuie. Mais on remarque aussi qu'il y a une certaine, peut-être, individualisation du temps libre, où parfois c'est plus compliqué d'avoir des dynamiques de réflexion collective. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne se passent pas. Je pense que ça veut plutôt dire qu'elles se passent sous d'autres formes. Je pense qu'aujourd'hui, des personnes qui sont constituées, qui se rassemblent, ne diraient pas spécialement « nous sommes un comité de quartier ». Mais c'est plutôt des personnes qui s'activent autour d'un sujet commun, social, urbain, environnemental,
une combinaison de tous ces enjeux-là, et vont se rassembler pour justement porter leur voix, porter leur message à un niveau plus élevé, à un niveau politique. Oui. Donc je pense que cette mobilisation se fait, mais juste sous différentes formes. Oui. Alors on va parler d'une de vos mobilisations, à vous à IEB et à vous aussi au BRAL, c'est la mobilisation contre le projet de métro 3. Elle est mise en exergue via ce projet de démantèlement du Palais du Midi. On en parle déjà depuis plus de 2 ans sur cette antenne. Voyez cet extrait de reportage qu'on avait réalisé en 2023. Même avec la poussière du chantier du métro, le Palais du Midi imaginé en 1875 par Winan Janssens s'impose. Un patrimoine que l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine, veut protéger. Le Palais du Midi dans son ensemble n'est pas du tout classé, n'est pas protégé. Et tout le monde était assez ahuri quand on a compris il y a 2 mois qu'il était possible d'envisager une démolition des intérieurs, parce que c'est bien de ça dont il est question. Ce n'est pas juste un démontage du toit, c'est une véritable démolition des intérieurs. Des intérieurs aussi emblématiques que la salle de boxe risquent-ils d'être détruits? C'est la crainte des habitants et des défenseurs du patrimoine qui se battent aussi pour le maintien de tout un patrimoine social. Voilà, depuis il y a eu une enquête publique, il y a eu un avis de la commission de concertation qui était favorable avec de multiples conditions. Une question pour vous, Chloé Deligne, par rapport à ce métro 3. C'est un enjeu qui est difficilement compréhensible pour sans doute pas mal de gens, parce que quand on interroge des Bruxellois, le métro, l'extension du métro, ils y sont plutôt favorables. Est-ce que c'est difficile à expliquer cette opposition-là pour vous ? L'opposition au métro, au projet de métro et des autres associations et des riverains, non, c'est pas du tout difficile à expliquer. Et je nuancerai tout de même, je ne suis pas sûre que tous les Bruxellois soient aussi favorables que vous le dites. Oui, j'exagère peut-être un peu, mais si on fait un sondage, certains diront oui, c'est le moyen le plus facile pour se déplacer. Or, il y a vraiment toute une série d'associations qui se mobilisent. Et je pense que c'est un dossier vraiment emblématique à la fois de tout ce qu'on ne doit plus faire dans une ville comme Bruxelles, et à la fois aussi de la puissance de l'alliance des associations qui ont proposé un contre-projet tout à fait alternatif, le Prémétro Plus, dans lequel toutes les associations qui s'opposent au métro, parce que c'est une opposition vive, mais qui propose une alternative main dans la main avec toutes sortes d'autres institutions qui pourraient embrayer sur un autre projet qui serait évidemment beaucoup moins coûteux pour la région, qui ne démolirait pas un quartier populaire en expulsant les gens de tous les usages qu'ils ont du palais et qui surtout rendrait Bruxelles à ses habitants. Oui, alors on le voit, là c'est un sujet qui date d'il y a plus de 2 ans. Ce qu'on voit aussi vraiment maintenant, c'est que c'est des combats au long cours en fait, qui durent très très longtemps pour les associations. Là, le sujet date de 2023. Ouais. Les travaux sous l'avenue de Stalingrad pour creuser la station Tools-Thielemans devait commencer avant l'été 2020. Les travaux ont été postposés, entre autres, pour donner un très bel été aux commerçants, de permettre de profiter aux habitants de la Rambla qui avait sur l'avenue de Stalingrad. En septembre 2020, les travaux sont lancés. On est bientôt 5 ans après le lancement des travaux. On était censé aujourd'hui avoir une avenue de Stalingrad refaçonnée de façade à façade. Il y a eu tout un trajet participatif. Aujourd'hui, l'avenue de Stalingrad reste un chantier à ciel ouvert, un trou béant en plein centre de la ville où des personnes habitent là, où des personnes ont créé des commerces il y a des dizaines d'années et pourtant aucun intérêt n'est donné à ces personnes, à ces habitants, à ces personnes qui ont tout donné de leur vie pour créer. Mais la mobilisation n'est pas compliquée quand elle dure si longtemps. Sur le long terme, en fait, rester mobilisé. Bien sûr que la mobilisation est compliquée. Elle est d'autant plus compliquée qu'elle a des intérêts financiers. Le cœur de l'avenue Stalingrad, ce sont ces commerçants, ce sont les commerces qui font vivre cette avenue depuis des décennies. Et quand on voit aujourd'hui que les commerçants sont non seulement sous pression de la part de ces travaux qui empêchent aux personnes de passer, mais aussi sous la part des autorités qui leur demandent de signer des actes pour quitter le Palais du Midi pour que les travaux puissent commencer. En fait, on voit que c'est dur pour un commerçant de choisir est-ce que je continue à lutter au risque de tout perdre et ne pas recevoir de compensation ou est-ce que je continue à lutter aux côtés des associations et des habitants mobilisés. Oui. Quand vous avez commencé la mobilisation autour de ce projet, est-ce que vous imaginiez que ça allait être si long ? Parce que c'est vrai que vous êtes obstiné dans l'opposition, mais le politique, la plupart des partis politiques s'obstinent aussi à dire que c'est nécessaire. Alors je pense qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, dans un sens comme dans l'autre. Donc on ne
probablement qu'on n'imaginait pas que ce serait long. Et en même temps, l'histoire de nos 50 ans montre que les projets durent toujours beaucoup plus longtemps que ce qui n'ont été prévus, ou en tout cas dans l'optique dans laquelle ils ont été prévus. Donc ce n'est pas non plus une surprise, d'où la nécessité de poursuivre le combat, parce que la fin n'est jamais écrite à l'avance. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nos associations ont appris. On ne sait jamais quelle sera la fin, et donc c'est toujours très important de continuer à se positionner sans lâcher. Et nos associations ne lâchent jamais, en fait, quand elles pensent que leur opposition a du sens. Et ici, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, le projet du métro et tout ce qu'il entraîne sur le centre-ville est vraiment l'exemple type de tout ce contre quoi IEB, mais d'autres associations comme l'ARO s'opposent, c'est-à-dire la touristification du centre-ville, par exemple, parce qu'évidemment, ça va de pair avec l'événementiel qu'on veut développer sur les nouveaux espaces, au détriment des habitants qui y habitent, qui sont évidemment des habitants de quartiers populaires. Ce n'est pas eux qu'on va laisser en place, si vous voulez, on va les exclure d'une manière ou d'une autre. C'est des grands projets pharaoniques dont la région n'a pas les moyens. Et c'est aussi une obstination dans des projets qui sont néfastes pour la ville. Ouais. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, on a vu certaines prises de position de certains partis politiques qui étaient favorables auparavant et qui disent maintenant non, on ne peut plus se permettre ça aujourd'hui, le projet de métro. C'est un combat que vous allez gagner, vous pensez ? Franchement, déjà, il faut quand même rappeler que le métro, l'extension, le métro 3, voilà, c'est un projet en deux phases. Il y a la partie nord et il y a la transformation du pré-métro de Albert à la gare du Nord en un métro. J'ai vraiment l'impression, quand on entend les déclarations politiques, quand on connaît l'état financier de la région, quand on entend les hausses budgétaires, quand on voit qu'il n'y a toujours pas de permis délivré pour la partie nord, là on a l'impression qu'elle est à jamais enterrée, que ce projet ne verra pas le jour. Pour la partie de l'extension, pour la conversion du pré-métro entre Albert et la gare du Nord, le combat n'est pas encore fini, mais on va continuer à se battre. Le permis n'a pas encore été délivré pour la démolition du Palais du Midi, et tant que ce permis n'a pas été délivré, l'acte administratif pour lancer la démolition n'a pas été octroyé. Et donc, en fait, étape par étape, on va continuer à se battre. Et on voit aujourd'hui, quand on observe simplement les coûts pour cette partie-là qui devait se trouver en dessous du milliard, qui aujourd'hui se chiffrent à plusieurs milliards, il y a des choses à redire quand même, je pense. Alors, une critique, Chloé Deligne, pour qu'on termine là-dessus. Ouais. Je vais reprendre d'autres projets contre lesquels vous vous battez. Donc, c'est Néo, le développement commercial du plateau du Heysel, l'urbanisation de Tours et Taxi, où aussi les associations se sont mobilisées, la friche Josaphat, c'est une autre de vos mobilisations. Et on entend dire certains politiques, et on entend dire certains promoteurs, « Ah, mais ces associations, tout ce qu'elles veulent, c'est une ville figée, qu'on ne puisse pas y toucher ». Vous répondez quoi à ça ? Pas du tout, évidemment, c'est pas du tout. C'est ce pourquoi on s'est constitué et pour lequel on continue à se battre, y compris dans le cas du Palais du Midi et du métro. C'est vraiment une ville qui soit une démocratie urbaine. Et je pense que cette notion qui est à la base de la naissance d'Interenvironnement Bruxelles, se battre pour une démocratie urbaine, c'est faire entendre la voix de tout un chacun. Les habitants, les comités de quartier, les mouvements, et pas juste uniquement la voix des promoteurs qui, par les moyens qu'ils ont à disposition, les moyens financiers qu'ils ont pour faire du lobbying, sont évidemment dans une situation asymétrique par rapport à la société civile, qui a très peu de moyens, qui repose sur des forces vives, du bénévolat et des associations qui sont petites. Et donc, je pense que c'est ça qu'on répond. Ce qu'on veut, c'est pas du tout une ville figée, c'est une ville dans laquelle la voix des habitants de toutes sortes, puisse être entendue et qu'ils aient leur avis à dire sur ces grands projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est inaudible de la part des promoteurs immobiliers qui pensent que parce qu'ils ont les moyens... Même les responsables politiques, si on leur demande, ils disent « nous, on veut aussi œuvrer au développement de la ville, un développement harmonieux ». Et donc voilà, c'est argument contre contre-argument. Oui, de ce point de vue-là, si on regarde la longue histoire de la démocratie urbaine, c'est-à-dire des moyens qui sont à disposition de la population pour exprimer leur avis, le faire valoir, on est dans une situation depuis les années 2005-2007, avec notamment le plan de développement international, où il y a une rupture entre ce que le politique écoute de la part des associations et leur action. C'est-à-dire que de plus en plus, les procédures de démocratie urbaine ont été complètement affaiblies. Donc on ne peut pas dire... En fait, les politiques n'ont plus de moyens, de mécanismes pour faire valoir
la voix qui vient d'en bas, ce qu'on appelle le bottom-up. Ouais, vous partagez cet avis, Benjamin Delory? J'aimerais bien revenir sur un des premiers mots que vous avez utilisé, que les associations veulent une ville figée. Mais quand on regarde ce qui est figé aujourd'hui, c'est le chantier sous l'avenue de Stalingrad, sur l'avenue de Stalingrad. Quand on regarde ce qui est figé, c'est l'avenir du plateau du Heysel. Quand on regarde ce qui est figé, c'est potentiellement les plans d'aménagement directeurs, comme on voit sur la friche Josaphat, comme on a vu dans le quartier Midi. Ça, ce sont des projets qui aujourd'hui sont figés, qui sont mis au congélateur. C'est des projets qui aujourd'hui n'avancent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils n'avancent pas? En fait, parce que le politique est tout le temps dans un cycle de vouloir imposer leurs projets sans avoir pris le temps en amont de construire une vision collective de l'avenir de la ville et des morceaux de ville. Et c'est ça, en fait, je pense qu'on défend avec Interenvironnement Bruxelles, avec l'ARO, avec le BRAL, avec les comités de quartier, avec d'autres associations qui sont beaucoup plus sur le terrain que nous. C'est que la ville, elle doit se façonner collectivement. Et on a bien vu que ce soit avec le pré-métro plus, l'alternative au métro 3, que ce soit avec le plan B Josaphat pour penser à un autre avenir à la friche Josaphat, que ce soit la main tendue qu'on a souvent offerte pour repenser le plateau du Heysel. Nous, on a des plans qu'on met sur la table qui sont loin d'être parfaits, mais ce sont des documents de travail, des documents sur la base duquel des associations comme le BRAL, comme Interenvironnement, comme les autres, quand on co-signe ces projets, on est prêt à discuter ensemble. Et cette main, elle est très rarement serrée par le politique. Oui, alors justement, on va en profiter pour parler de vos relations avec le monde politique, avec les conseils communaux, avec les collèges communaux, avec le gouvernement. C'est la guerre aujourd'hui entre IEB et le pouvoir politique en place ici, en région bruxelloise? Non, je ne pense pas qu'on peut le dire comme ça. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il n'y a pas le politique. En fait, il y a des politiques. Justement, vous évoquez les différents niveaux de pouvoir, vous évoquez le gouvernement, mais il y a aussi les parlementaires. Donc, à Bruxelles, il y a des politiques. Il y a des politiques avec lesquelles c'est très facile de discuter, et il y a des politiques avec lesquelles c'est plus compliqué parce qu'on défend des visions différentes. Et donc là, on est dans des combats qu'on peut appeler idéologiques, et moi je trouve que ce n'est pas un vilain mot, parce que tout le monde a une idéologie. Et donc là, oui, effectivement, on fait valoir des positions qui ne sont pas celles du politique, ou en tout cas de certains politiques. Oui, alors vous êtes aussi une association qui reçoit des subsides, il y a eu des coups de canif à un certain moment dans les subsides. Ça situe, la difficulté que vous avez parfois avec les responsables politiques? Oui, alors si on reprend un petit peu de recul par rapport aux dernières années, le subside attribué à Interenvironnement Bruxelles, mais à d'autres associations, a été drastiquement diminué au niveau régional. C'est-à-dire qu'on a vu disparaître plus de la moitié de nos subsides en 10 ans. Je pense que c'est une réponse justement, qui est de nature de philosophie politique, que les politiques, ou en tout cas certaines personnes qui sont au pouvoir, ne supportent plus la contradiction et donc le débat démocratique. Parce qu'on veut décider vite, on veut décider sans l'avis des habitants, et que donc c'est ça qui fait que IEB et d'autres associations dérangent. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à dire que c'est important pour une démocratie d'entretenir le contre-pouvoir en elle-même. Une vraie démocratie n'a pas peur du contre-pouvoir, puisque c'est ça qui va assurer sa vitalité. Oui, et en même temps, on voit que le BRAL collabore. Vous avez par exemple mené toute une campagne sur la qualité de l'air, et donc par rapport, vous faites des projets en collaboration avec le monde, avec les cabinets qui sont au pouvoir en région bruxelloise. Et donc, on a parfois l'impression que c'est une relation un peu compliquée, et puis parfois, il y a des collaborations également. Mais en fait, le BRAL, on le dit très ouvertement, on ne se le cache pas, c'est écrit sur notre site, on travaille de manière assez hybride. On s'assied à table quand c'est possible, mais on est prêt à monter sur les barricades quand il le faut, et on le fera sans gêne. Quand il faut, on montera sur les barricades. Et je pense que l'exemple du Palais du Midi, c'en est un très bon, où en fait, le projet de ville défendu par les autorités régionales et communales ne correspond pas du tout avec le nôtre, avec celui de nos partenaires associatifs, des habitants et des comités de commerçants et d'habitants avec lesquels on travaille sur place. Mais c'est sûr que sur des projets, par exemple, sur la qualité de l'air, où en fait on a fait un travail de longue haleine, où aujourd'hui on voit qu'il y a un soutien au niveau des administrations, au niveau des cabinets politiques de notre travail. Mais ça, ce n'est pas venu de nulle part. C'est un travail de longue haleine que le BRAL a commencé il y a une dizaine d'années, avec un travail cartographique, justement avec un travail de monter des coalitions avec des associations, des groupes d'habitants, des comités de quartier, des chercheurs et des chercheuses académiques. Et en fait, ça, c'est un travail qui se fait de longue haleine. Mais donc, oui, on collabore quand c'est possible, mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce que malheureusement, surtout sur les questions
d'aménagement du territoire et d'urbanisme, on voit qu'on se situe un petit peu plus loin que le politique sur certains objectifs. Et j'aimerais juste peut-être rajouter quand même qu'on a vu au fil des dernières années que le BRAL et d'autres associations se retrouvent parfois dans des ateliers, dans des groupes de travail sur justement la réforme de plusieurs grands cadres urbanistiques comme le plan régional d'affectation du sol, comme le code bruxellois de l'aménagement du territoire. Donc on voit qu'on a notre place parfois à table et qu'on en parle, mais on reste toujours... on n'a pas encore, je vais le dire plutôt différemment, on n'a pas encore très bien compris quel est notre pouvoir de décision, à quel point on pourra influencer la politique par notre prise de position à ces endroits. Alors il y a un autre combat que vous menez, c'est celui contre la surdensification à certains endroits, ce que vous appelez en tout cas surdensification. Vous êtes mobilisé il n'y a pas tellement longtemps contre les projets qui avaient cours au marais Beestebroek à Anderlecht. Là vous avez mené une action sur place, on était là, voici un extrait du reportage. Voici le marais du Beestebroek, caché aux yeux de tous. Certains n'y voient qu'un terrain vague à l'abandon, avec toutes les nuisances que cela comporte. Mais pour ces défenseurs de la nature, c'est tout autre chose. Un refuge pour la faune et la flore creusée d'une riche biodiversité. Cet îlot, c'est un vaste terrain situé le long du canal à Anderlecht, à proximité de la rue Hoyer. Au fil du temps, la nature y a repris ses droits. Et les associations qui plaident pour sa sauvegarde insiste sur l'importance de cette friche. Elle crée un îlot de fraîcheur urbaine, donc par l'évaporation et par l'évapotranspiration des plantes. Ensuite, des sites comme celui-ci peuvent contribuer à une gestion alternative des eaux pluviales. Qu'est-ce que ça permet des prairies comme celle-ci? Ça permet que des petits insectivores créent leur nid, mais aussi viennent se nourrir. En fait, on est dans un merveilleux restaurant pour les oiseaux et les espèces ici. La zone est toutefois constructible. Et un promoteur souhaite y bâtir 343 logements répartis en plusieurs bâtiments, avec une voie carrossable traversant le site. Une densité beaucoup trop importante, selon ces associations. Voilà, et là aussi, il y a eu une commission de concertation et un avis favorable sous certaines conditions. Alors là encore, ce qu'on entend, c'est que Bruxelles a besoin de logements et parfois j'imagine qu'on vous dit, mais pourquoi vous opposez à un tel projet alors que le besoin de logement est si important à Bruxelles? Alors peut-être que je vais répondre sur 2 points. Tout d'abord, ce n'est pas de n'importe quel logement dont on a besoin à Bruxelles. C'est ce que je vous le disais, le logement, la crise du logement, elle touche principalement les classes populaires et les gens qui ont peu de moyens. Or, ce qu'on construit principalement aujourd'hui à Bruxelles, ce n'est pas du logement social. En fait, depuis la création de la région en 1989 jusqu'à aujourd'hui, seuls 10% du parc de logement social est attribuable à cette période-là. Ça veut dire que 90% du parc de logement social est antérieur à 89. Ça veut dire qu'en fait, le logement qu'on construit pour le moment à Bruxelles, ne s'adresse pas à la population bruxelloise. Donc, ce n'est pas n'importe quel logement dont on a besoin, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'on parle toujours de densification dans des quartiers qui sont déjà extrêmement denses et qui ont besoin, en fait, aussi de respiration. Le reportage le disait d'une certaine manière. La question du climat et de ce que le changement climatique va provoquer dans les villes va nécessiter qu'on pense complètement différemment la présence d'îlots de fraîcheur, la présence de lieux pour se ressourcer, y compris dans les quartiers populaires et les quartiers très denses. Donc quand on pense densification, il faut aussi avoir une vision sociale de la ville. Et c'est ça que ce type de projet complètement mégalomane ignore complètement. Alors une question encore pour vous par rapport au phénomène NIMBY, donc pas dans mon quartier, où on voit parfois des mobilisations contre certains projets à certains endroits parce que ça dérange certains habitants du lieu. Comment vous évitez cet écueil-là pour vous centrer finalement pour justifier finalement votre opposition à certains projets tout en disant mais non, ça c'est pas du phénomène NIMBY? Mais je pense que ça vient en grande partie de 50 ans d'expérience. On voit en fait que des associations comme le BRAL, comme Interenvironnement, comme l'ARO, ça fait 50 ans qu'on existe, ça fait 50 ans qu'on accumule des connaissances sur les enjeux urbains. Et je pense, je me permets quand même de le dire, c'est que je pense qu'il y a une certaine finesse dans l'analyse qui s'est construite au fil des ans. Et quand on voit l'analyse par rapport aux
projet de métro 3, quand on voit notre analyse par rapport au projet de la Fritz Josapha, par rapport à Néo, par rapport à la gare du Midi, par rapport à la gare du Nord, on voit en fait que les choses qui ont été dites il y a 5 ans, il y a 10 ans, sont vraies, sont vérifiées aujourd'hui. Donc je pense que les associations peuvent se permettre de dire qu'elles ont une analyse assez fine, assez juste des dynamiques urbaines. Très bien, mais on va en rester là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas d'être venu parler chacun de votre expérience sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. À très bientôt. Bonne soirée.